Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, j'accueille pour cette émission Cyril Bonne. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes chef des ventes donc au sein de Kubota France. Et puis aussi Xavier Méline. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marketing communication donc chez Hardy Evrard. Alors Cyril, on va d'emblée parler du problème donc du Japon, des catastrophes du Japon, puisqu'effectivement vous travaillez chez Kubota et que Kubota vous produisez, vous êtes une société japonaise. Alors première question, on a bien sûr une pensée vis-à-vis des victimes, mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Kubota, est-ce que vous êtes concerné très directement par ce qui se passe au Japon actuellement ? Alors, le groupe Kubota a une quinzaine d'usines au Japon, essentiellement basées dans le sud du pays. L'usine qui a été le plus touchée et le plus secouée dans ce séisme est basée à une centaine de kilomètres au nord-est de Tokyo, l'usine de Tsukuba. Au sein de l'usine de Tsukuba sont produits des tracteurs agricoles de la série M. Globalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jean-Paul, c'est que, a priori, si l'alimentation électrique est rétablie dans la région de Tsukuba, l'usine pourrait reprendre la production aujourd'hui ou demain. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été touchée par le raz-de-marée, mais par le séisme proprement dit. Elle a été touchée par le séisme, donc c'est une partie du toit qui est partie, quelques vitres qui ont cassé, des machines et de la ligne de montage qui a été déplacée. Donc le week-end et les premiers jours de la semaine ont servi à remettre la ligne en place pour la production. Par contre, autant nos usines n'ont pas été trop touchées, on a certains de nos sous-traitants qui ont été fortement touchés et certaines structures de distribution, donc des concessionnaires et des structures de distribution propres à Kubota qui ont été anéanties dans le nord-est du pays. Qui se trouvait effectivement dans cette région très agricole donc, qui a subi le raz-de-marée notamment. Et effectivement, donc, il y a des structures qui ont disparu. Aujourd'hui, donc, il y a ce problème nucléaire. Vous avez un peu des échos, vous échangez avec les Japonais ? On échange avec les Japonais. Au niveau nucléaire, on n'a pas d'informations particulières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un élan de solidarité qui s'est lancé dès le début de la semaine au Japon. Notre président, M. Matsumoto, a fait un don de 5 millions d'euros de 20 pelleteuses pour commencer à travailler tout de suite au déblaiement des victimes et à travailler sur la reconstruction du pays. M. Matsumoto a aussi annoncé que toutes les unités de production du groupe allaient apporter leur soutien à la reconstruction du pays. Par exemple, le ministère de la Santé japonais a annoncé que 1 400 000 foyers étaient coupés de l'alimentation en eau. Dans le groupe Kubota, on fabrique des pipelines d'alimentation, des circuits en eau urbains. Donc, le groupe Kubota va mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour remettre en route ces circuits et réalimenter la population japonaise au plus tôt. Il y a eu un vrai élan de solidarité, vous en parliez. J'ai lu dans Machinisme Actualité en début de semaine qu'il y avait même des gens qui vous avaient adressé des chèques pour justement faire des œuvres de... Beaucoup de nos concessionnaires français, italiens nous ont adressé des messages de sympathie, de solidarité, s'inquiétaient aussi de savoir dans quelle mesure le groupe avait été touché. Et il y a eu également un élan de solidarité en Europe, des clients qui nous amènent aussi des messages de solidarité. C'est assez impressionnant et c'est assez touchant pour le groupe et nos dirigeants. C'est vrai qu'on pensera au peuple japonais qui effectivement a fait preuve d'une grande dignité dans ces difficultés. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Actualité, les news, cette semaine en partenariat avec Machinisme Actualité. Le pulvérisateur traîné Maîtris reçoit des rampes en aluminium avec suspension pour les modèles jusqu'à 24 mètres en 2 bras et jusqu'à 36 mètres en 3 bras. Disponible dès ce printemps mais en quantité limitée, le Maîtris offre une capacité de 1400 litres. La cuve de 4100 litres de capacité intègre des cloisons anti-rouillis qui limitent les mouvements du produit. Le timon est réversible pour s'adapter aux différents attelages. L'Unibroyeur 2 est un groupe de broyage dédié pour les travaux de fauchage et de débroussaillage. Il peut recevoir différents rotors et couteaux en fonction des besoins. Ce modèle adaptable multimarque réalise une largeur de travail de 1,25 m. Le rouleau palpeur est réglable sur 3 hauteurs de coupe, 5, 7 et 9 cm. Xavier Méline, donc vous étiez au salon au CIMA avec un certain nombre d'innovations. Alors la première c'est l'OptiSpray, vous pouvez réexpliquer un peu le principe ? Alors l'OptiSpray est une innovation de rupture développée par le bureau d'études Evrard de l'usine de Borinville. C'est une innovation qui touche les techniques d'application et qui amorce un virage technologique majeur. C'est-à-dire qu'on a utilisé des porte-jets 4 sorties
Alors ce type de porte-jet existait déjà, mais par contre on se contentait de sélectionner la buse dont on avait besoin depuis la cabine. Là, on a été beaucoup plus loin en réflexion avec le bureau d'études, on s'est dit à partir de 4 jets qui peuvent pulvériser simultanément, on peut utiliser jusqu'à 4x4 16, alors moins 1 parce qu'en fait la combinaison où tout est éteint ne nous intéresse pas beaucoup en technique d'application, mais 15 combinaisons possibles. Et gérer avec des calculateurs Buscan, en imposant des pressions minimum et des pressions maximum dans le boîtier, on va pouvoir faire des applications vraiment de qualité en sélectionnant le calibre ou la combinaison de calibres par splittage dont on a besoin pour une application. Alors au CIMA, on a présenté une maquette parce que c'est pas évident à expliquer comme ça de façon théorique. On a expliqué une maquette pédagogique d'information qui était très parlante. On prenait un exemple entre 5 et 30 km/h, qui est un exemple, on va dire, assez spectaculaire, qui était plutôt lié au salon. On restait à une pression environnementale de 2 bars et on voyait l'OptiSpray qui gérait, alors en plus c'est une gestion pneumatique, donc c'est très rapide, hein, c'est des ouvertures et fermetures pneumatiques, c'est du coupe-net, et on voyait l'OptiSpray qui passait d'un calibre à l'autre et qui mettait toujours un volume cible de 100 litres hectares. Alors, le porte-jet qu'on voit là, c'est un porte-jet traditionnel, en fait, mais par contre, l'autre, il est très différent puisque les bus sont au même niveau. L'autre est différent puisqu'on a les 4 bus qui sont orientés vers la cible et on a 4 tuyaux d'arrivée pneumatiques qui vont gérer l'ouverture et la fermeture simultanée de ces 4 bus. C'est un porte-jet qui est relativement technique. Donc le montage sur la rampe est avec donc, un porte-jet tous les 50 cm, des calculateurs Buscan et relié à l'architecture Buscan et notre nouveau boîtier Regular 6. Donc ça, c'est l'ouverture vers l'agriculture de précision, l'intelligence farming. Quand c'est que vous comptez le commercialiser? Alors, c'est vrai que c'est l'ouverture à l'agriculture de précision parce que j'ai montré un exemple qui était spectaculaire au salon, qui était celui de la vitesse, mais qui n'est pas forcément l'exemple le plus parlant pour le marché français. C'était juste pour que les gens comprennent le concept. En France, on pourrait imaginer faire des très grosses variations de volume hectare à vitesse constante, parce que les agriculteurs français connaissent maintenant bien leur vitesse de travail. Généralement, en fonction des caractéristiques techniques de la machine, ils sont à 12, ils sont à 15, ils sont à 16, et ils veulent y rester au taquet de cette vitesse maximum pour des questions de débit de chantier. Et un agriculteur aujourd'hui qui serait capable de nous sortir une carte de préconisation en disant, voilà, par exemple, pour une application engrais sous forme solide, à des endroits, j'ai besoin de mettre 50 litres hectares, à d'autres, j'ai besoin de mettre 400 litres hectares de solution 39. Il n'y a aucune bus sur le marché, seule, qui était capable d'accuser des variations de volume hectare de ce rapport-là, de 1 à 8, sans sortir des plages de pression pour laquelle elle a été préconisée. Et nous, on sait qu'agronomiquement parlant, il faut qu'on travaille à des pressions très très faibles, pour être bon au niveau des maîtrises potentielles de la dérive. Et là, l'OptiSpray va être capable de splitter sur les différents calibres pour pouvoir faire des grosses variations de volume hectare comme ça, avec cette gestion électropneumatique. Alors on le sait, le fait de pulvériser à bas volume, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par un certain type d'agriculteurs. Et puis là, vous parlez d'une buse assez particulière, puisque c'est une buse 80 degrés, c'est ça? Oui. Une buse qui a surtout été développée pour d'autres utilisations en dehors de la France. Oui, alors c'est... Aussi étrange que ça puisse paraître, ce n'est pas une buse qui est nouvelle, c'est une buse qui existe depuis de nombreuses années au sein du groupe Hardy International et même chez d'autres constructeurs. C'était une buse qui était utilisée pour faire des traitements à 80-90 cm de la cible. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'en notion de base technique d'application, on a une règle qu'on appelle le triple recouvrement. Vos bus sont espacés de 50 cm sur la rampe. Vous vous mettez alors avec des bus 110 degrés à 50 cm de la cible et c'est physique. Chaque point de la cible est touché par 3 jeux de jet. C'est ce qu'on appelle le triple recouvrement. C'est comme ça qu'on fait une application gestionnaire et de qualité. Alors, les bus 110 degrés s'utilisent à 50 cm. Ces bus-là, 80 degrés, physiquement, on peut les utiliser à 90 cm et on va avoir cette contrainte de triple recouvrement. Alors, elles étaient utilisées il y a des années, et encore aujourd'hui, pour tous les traitements canne à sucre, coton, qui étaient à des hauteurs de 90 cm. Et là, on a une tendance qui est pas nouvelle, mais qui s'amplifie, notamment Nord-France, on va dire Nord-Loire, qui est plutôt liée au profil d'utilisateurs plutôt qu'aux cultures, de gens qui veulent travailler à des vitesses élevées, pour des questions de débit de chantier, et qui veulent travailler bas volume. Et donc, bas volume, c'est 30-40 litres? Alors, ce qu'on appelle bas volume, c'est en dessous 80 litres hectare, et après en dessous 50 litres, on qualifie d'ultra bas volume. Et donc, il va utiliser ces bus-là pour éviter de jouer tout le temps avec les fonctions hydrauliques de la rampe, c'est-à-dire ils se mettent à 90 cm, ils avancent très très vite et ils mettent entre 30 et 80 litres hectare. Alors, cette tendance est importante, d'où le fait de présenter les bus 80 degrés aujourd'hui, il faut de les représenter. En revanche, il faut faire attention, ce n'est pas quelque chose à vulgariser de façon bête et méchante, puisque dans les facteurs qui jouent sur la dérive potentielle et qui peuvent jouer sur
la taille des gouttes et donc l'application, la hauteur est quand même assez prépondérante. Quand une goutte a 50 cm à faire de la buse à la cible, c'est déjà beaucoup, donc ça sous-entend travailler dans des très bonnes conditions météorologiques. Et quand on prend le risque de se remettre à 90 cm, on est condamné, entre guillemets, excusez-moi l'expression, à traiter dans d'excellentes conditions. Alors, pour un profil technique qui va respecter ces conditions-là, il n'y a pas de souci, mais il ne faudrait pas que ça se vulgarise et que tous les profils utilisent ces techniques-là, parce qu'on a des risques de décrochage importants, à la fois en termes de couverture et d'efficacité biologique derrière, si c'est mal utilisé. Alors, sur votre stand, j'ai vu un certain nombre de pulvérisateurs que je connais, donc vous les avez amenés là en version miniature, mais il y avait une nouveauté, le Saritor. Alors le Saritor, c'est pas pour la France, c'est pour l'international? Ah oui, tout à fait. Alors là, je ne l'ai pas en miniature. Sur le marché européen, nous avions les Alpha, donc la miniature qui est présente ici, dont le cahier des charges était typiquement européen. C'est des machines qui sont capables d'avaler à peu près 100, 150, 180 hectares jour en traitement. Et sur le CIMA, les Danois, notre maison mère, a profité du visitoire international de ce salon pour lancer, et ça c'est une première dans le groupe, un automoteur à vocation internationale, le Saritor, qui est dessiné au niveau de son cahier des charges pour les États-Unis, les pays de l'Est à forte intensité d'utilisation et l'Australie. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui était assez relais sur le stand parce que c'est un gabarit très impressionnant. Hein. Ça fait 10 mètres de long, 3,60 m de voie, 4 mètres de haut. Il y a un moteur Cummins de 275 chevaux. Mais le cahier des charges est clair. Il est de 800 à 1000 hectares jour. Donc, c'est vraiment des automoteurs qui sont faits et calibrés pour ces pays-là. Alors une autre innovation qu'on pouvait voir aussi au CIMA, c'était donc sur le stand Kubota, notamment le M8540, effectivement, avec un profil de chenille derrière. Pourquoi ? Alors le M8540 Powercrawler, en effet, c'était son lancement au CIMA. Il faut savoir que toute la gamme Kubota est disponible au Japon en version à roues, telle qu'on connaissait les tracteurs Kubota jusqu'à aujourd'hui, et en version à chenille. Il nous a paru intéressant d'importer, de rentrer ce premier modèle à chenille. Donc une particularité, on est en chenille triangulée sur l'arrière et des roues classiques à l'avant. C'est un tracteur en version étroite, 1,40 m, donc destiné aux régions de viticulture, d'arboriculture et de maraîchage. Toutes ces régions sont sensibles aujourd'hui à la protection des sols et à la protection agronomique. Donc on arrivait à répondre à une de ces contraintes, y compris pour l'agriculture biologique. Aujourd'hui, ce tracteur avec son train de chenille, on arrive à avoir une pression au sol inférieure à 300 grammes par rapport aux chenilles. Donc d'autres avantages, on allonge l'empattement du tracteur, donc on améliore sa stabilité en particulier dans les coteaux. Toutes les régions de galets, je pense au vignoble de Châteauneuf-du-Pape par exemple, où là on améliore la stabilité du tracteur et sa capacité de traction pour le travail du sol. Et après, toutes les applications d'agriculture biologique ou après de travail en zone humide. Vous l'avez testé en France ? Alors, ce tracteur, avant de le lancer, Jean-Paul, on a fait des tests pendant un petit peu plus d'1 an. On a eu un tracteur, un prototype du Japon, avec lequel on a fait globalement 1000 heures de travail. Donc, ces 1000 heures ont été faits chez des arboriculteurs, chez des viticulteurs. On l'a fait chez des maraîchers. Ça a également été fait en zone de montagne chez des éleveurs pour mesurer la stabilité de ce tracteur en pente. Des tests ont aussi été faits en Italie et en Espagne. Donc un petit peu plus de 1000 heures de tests avant de valider la commercialisation de ces tracteurs. Il va coûter plus cher ? Il va coûter plus cher. Pas beaucoup plus cher, il va coûter de l'ordre de 10% de plus que le même tracteur à roues. Par contre, on amène une réelle solution technique et innovante à une alternative des tracteurs à chenilles pour les cultures spécialisées. Alors effectivement, quand on regarde la chenille, on voit une vraie capacité à coller parfaitement donc, au sol. Il y avait des verrous technologiques à lever ? Alors, le premier verrou, Jean-Paul, c'était justement arriver à trouver un système qui permette à la chenille, dans n'importe quelle utilisation, soit avec des outils portés, soit avec des outils de travail du sol, d'avoir la chenille qui soit parfaitement collée au sol. Donc pour cela, Kubota a développé un système de chenille avec une articulation. Donc l'articulation est basée en dessous de la roue motrice d'entraînement de la chenille, ce qui permet en fait à ce que la chenille reste collée parfaitement au sol, toujours de manière plane, et
permet aussi de maintenir le pont avant toujours en contact avec le sol. On opte pour un train de chenille, après on peut revenir à des roues ou c'est un choix définitif? C'est deux conceptions de tracteurs totalement différentes, même si la base est la même, la transmission est la même. Par contre, tout ce qui est pont arrière est totalement différente, dans le sens où sur ce tracteur Power Crawler, on a adopté une réduction en cascade pour arriver à la roue d'entraînement de la chenille. Donc il faut faire le choix au départ du tracteur à roue ou du tracteur à chenille. Et la voie est la même? La voie est la même, on est de l'ordre de 1,40 m hors tout. Il n'y a que l'empattement qui change du fait du train de chenille. Pour vous donner un ordre d'idée, on multiplie par 5 la surface de contact au sol entre le même tracteur à roue et ce tracteur à chenille. Quand vous lancez un produit de ce type, vous ciblez un marché qui est très étroit, vous le savez. Est-ce que vous pensez que demain ça va se développer parce que le coût du chenille devient de plus en plus bas, parce que technologiquement justement on est capable d'avoir des produits de plus en plus fiables? Alors on se lance sur un marché faible. C'est vrai aujourd'hui, Jean-Paul. On a du mal d'ailleurs à mesurer ce marché puisqu'on est les seuls à proposer ce genre de produit aujourd'hui sur le marché français. On ne l'a pas fait à l'aveuglette non plus. Hein. C'est le fruit de demandes de producteurs essentiellement d'agriculture biologique qui nous demandaient des tracteurs puissants mais qui préservent la structure du sol. Et c'était la solution que Kubota était à même d'amener. Aujourd'hui, on a vendu le premier tracteur et le premier tracteur est livré dans le Var chez un viticulteur qui d'ailleurs n'est pas en agriculture biologique mais qui lui avait un problème de stabilité dans les coteaux avec des tracteurs à roues. Donc il cherchait une solution tracteur chenille fer avec tous les problèmes qui en découlent, le problème de transport sur la route, les homologations. Donc à savoir que le tracteur Kubota 8540 Power Crawler est homologué pour se déplacer sur la route à une vitesse de 25 km/h et avec des chenilles caoutchouc, pas de problème au niveau du confort de déplacement et de travail. Xavier Méline, s'il y a bien un secteur où on a des pneus qui sont gonflés à très forte pression, c'est bien les pulvérisateurs. On est à 4-5 bars. On a vu justement Michelin qui proposait un pneu typique pour pulvérisateur qui permettait de diminuer un peu la pression. On rappelle qu'effectivement la pression au sol dépend de la pression à l'intérieur du pneu. Et effectivement, vous avez des cuves qui sont importantes, un poids important à porter. Est-ce que demain on aura des automoteurs à chenille? Je ne sais pas. Alors le principal, les points importants, c'est surtout la répartition des charges de la machine vers le sol. Et quand on arrive à répartir correctement, je prends l'exemple d'un automoteur par exemple, parce que c'est là que les poids sont les plus élevés et les gens ont peur un petit peu de tout ce qui est compacité et non-respect de la structure des sols. Quand on prend un automoteur et qu'on arrive à répartir correctement la charge, mettons, c'est jamais du 50-50, mais on peut être à 48 ou sur l'essieu avant et 52 sur l'essieu arrière, on arrive quand même à respecter correctement la structure des sols, puisqu'on est sur quand même des exécutions européennes. On n'est pas sur le poids, par exemple, du Sarritor, où dans ces pays-là, il n'y a pas de vocation particulière à respecter les notions de compacité. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait un jour, ou du moins à court terme, la volonté de mettre des chevilles sur les pulvérisateurs. Il y a eu quelques essais de fait, par exemple, je pense dans les rizières avec des roues particulières, des choses comme ça, mais c'est vraiment des marchés vraiment de niche. Pour l'instant, on n'a pas d'orientation et de développement sur cette direction-là. Ça sera compliqué puisqu'il faudra à la fois avoir le minimum de largeur possible. Alors, or, la compaction nécessite d'avoir une grande largeur. Il y a quand même dans certaines régions, par exemple, je pense à la Vendée, où les gens sont dans des marais, des montages très très larges de pneumatiques qui sont faits avec des pneus de 800. Mais par contre, dans ces cas-là, on va dire pas des soucis, mais des points techniques à vérifier parce que nos transmissions hydrostatiques ne supporteraient pas forcément des déports importants. Les moteurs hydrauliques de roues sont sensibles à ça. Et puis après, on a des soucis aussi au niveau de la vitesse sur route avec des pneus 25 ou des pneus 40 km/h. Donc dans des montages spécifiques comme ça, c'est des montages prototypes et qui n'ont plus vocation à aller du tout sur la route. Cela dit, dans une précédente émission, on a parlé du système de classe, justement, de chenilles, qui permet d'aller vite aujourd'hui sur route. Donc on voit qu'il y a des progrès aussi en matière de chenilles qui sont capables de rouler sur route, sur champ, à des vitesses élevées. Quel est le coût d'une chenille? Il faut le changer tous les combien, par exemple, sur votre tracteur? Alors, le tracteur qu'on a eu en test pendant un petit peu plus de 1000 heures, les chenilles, on a pu observer une usure de l'ordre de 30%. La maison mère nous donne une fréquence de renouvellement des chenilles toutes les 2500 heures.
Donc c'est globalement la même durée de vie qu'un pneumatique. En termes de prix, le prix de la chenille est de l'ordre grosso modo du même ordre que de la différence du tracteur par rapport à la version à roue, entre 10 et 15% supplémentaires par rapport à des pneumatiques classiques. À noter, nous, la simplicité d'introduire ce produit-là, c'est que le Power Crawler Kubota a été conçu, fabriqué intégralement dans nos usines Kubota. Donc on a mesuré toutes les contraintes mécaniques liées amenées au pont arrière dans nos bureaux d'études avant de lancer la série. Sachant que nous, on a fait le choix d'avoir 2 chenilles à l'arrière, 2 pneumatiques à l'avant, mais sur des tracteurs de plus forte puissance, au Japon, on propose le même tracteur dans des versions à 4 chenilles. Et là, c'est toujours pareil, conçu, fabriqué chez Kubota, ce qui nous permet de les homologuer. C'est important que ça soit un montage d'usine et pas un montage rétrofit. Cyril Beaune, merci beaucoup. Xavier Méline, merci beaucoup. La date de commercialisation du Saritor, Alors, les premiers Saritor sont prêts pour fin 2011 et la commercialisation vraiment forte va débuter début 2012, printemps 2012. D'accord, je vous remercie tous les deux. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.powerboost.info et puis aussi sur notre page Facebook. Très bonne semaine.